Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Je vais donner la parole à Gabrielle Sauvillier, qui est enseignante spécialisée plasticienne et qui exerce, après avoir exercé à Buffon, qui est actuellement en Ulysse, donc en région parisienne. Non, à Amboise. Amboise, pardon. Voilà, et donc qui a changé on va dire, de type d'Ulysse, oui. Qui va travailler donc maintenant avec d'autres handicaps. Bon, elle va nous présenter ses projets. Voilà, je vous laisse la parole. À tout de suite. Oui, pardon. D'accord, oui. Non, je ne sais pas si vous présentiez non, c'est les autres. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si on peut lancer le PowerPoint, s'il vous plaît. Est-ce que la régie pourrait lancer le PowerPoint, s'il vous plaît ? En tout cas, bonjour à tous. Je vais commencer à me présenter pour pas retarder tout le monde. Donc, Gabrielle Sauvillier, au départ, je suis professeure de lettres modernes et j'ai enseigné 16 ans en collège et en lycée classique, on va dire. Et j'ai choisi, il y a 10 ans, de me spécialiser pour enseigner dans une Ulysse trouble des fonctions visuelles au collège Buffon à Paris, où j'ai enseigné avec beaucoup de passion pendant 6 années, et la vie m'a amenée à quitter la région parisienne pour aller vivre en région centre. Je n'ai plus d'élèves aveugles ou malvoyants aujourd'hui, mais je continue à créer des adaptations d'œuvres d'art, d'œuvres visuelles du patrimoine pour toutes les personnes déficientes visuelles que ça peut intéresser, mais également pour tous les publics, dans un but vraiment inclusif. Alors, vous savez tous que lorsqu'on prépare les élèves à l'analyse de l'image, les élèves déficients visuels précisément, lorsqu'ils sont en inclusion, on est très embarrassé à l'idée de trouver des adaptations pertinentes. Le premier réflexe des enseignants en milieu ordinaire est de demander au centre de transcription la réalisation de dessins en relief. J'ai suivi moi-même une formation à l'INS-HEA pour réaliser en DAO des dessins en relief. Et le constat que j'ai vite été amenée à faire est qu'il faut vraiment une grande maîtrise de la découverte tactile, de l'appréhension de ces dessins en 2 dimensions, qu'on a rarement le temps de suffisamment y former les élèves, et surtout que lorsqu'on parle d'œuvres d'art, on risque de passer à côté de la dimension esthétique et des émotions liées à cette dimension. J'ai donc cherché à explorer d'autres techniques, et voyant l'embarras et de mes élèves aveugles en classe et des enseignants d'art plastique qui ne savaient pas comment s'y prendre et qui ne pouvaient pas laisser les élèves en marge, j'ai essayé de relever un défi et de trouver une transposition tactile aux œuvres d'art qui étaient choisies par mes collègues. C'était pas toujours simple. Là, vous voyez par exemple une adaptation en 2D texturée de la Desserte Harmonie Rouge de Matisse. Alors, pendant une dizaine d'années, j'ai exploré différentes manières de transmettre et des notions d'analyse de l'image, de construire le sens avec les élèves à travers une manipulation des adaptations. Et j'ai cherché, à travers une grande variété de techniques, comment aussi parler d'émotions esthétiques. Et si j'ai recherché au maximum des adaptations qui allaient vraiment évoquer de près visuellement les œuvres adaptées, c'est parce que ce qui était important pour moi, c'est que les élèves découvrent en amont des cours consacrés à ces œuvres, qu'ils découvrent juste avec moi les maquettes ou les adaptations, et qu'ils aillent seuls avec ces maquettes en classe pour entendre parler de ces œuvres avec leurs camarades, et qu'ils soient en mesure de lever la main et d'apporter leurs propres hypothèses
l'aise quant à l'analyse d'une œuvre et non pas à se trouver réduit à singer le discours d'un professeur qui décrit ou répéter ensuite les analyses de leurs camarades. Là, vous voyez une adaptation sous forme de petit théâtre texturé de la grande vague de Kanagawa de Kusai. Les embarcations sont du bois flotté que j'ai sculpté. Et elles sont prises dans 3 niveaux de vagues qui sont, sur lesquels j'ai cousu du satin et de la dentelle pour suggérer à la fois le côté suave de l'écume et cet aspect japonisant, maniéré et cette accroche de l'écume des bords des vagues qui est très présente dans l'estampe d'Okusai. Cette adaptation, par exemple, elle est vraiment aux dimensions de l'estampe originale, quasiment. Là, vous avez un autre exemple d'adaptation. C'est un coffret avec 7 planches texturées qui permettent d'isoler les différents plans de La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Alors c'est une œuvre vraiment foisonnante, romantique. Il n'y a pas de premier plan, de second plan, d'arrière-plan. Vraiment tous les sujets sont mêlés et parler d'une telle œuvre à des élèves non-voyants nécessite vraiment la possibilité d'isoler les différents personnages, les différents motifs. Donc, pouvoir extraire des planches d'un coffret permet d'appréhender les motifs séparément, puis de les réassembler en construisant vraiment le sens. Là, vous avez un exemple de bas-relief texturé de la nuit étoilée avec des cyprès de Van Gogh. Elle est réalisée en argile que j'ai modelée en creux et que j'ai rehaussée d'une peinture acrylique dans laquelle je glisse des médiums qui vont donner des textures différentes lorsque les couleurs font sens et qu'il me paraît important de les mettre en valeur. Là, ça va être plutôt des contrastes entre des zones où les couleurs sont froides, par exemple la zone où il y a de l'herbe et les cyprès qui coupent le tableau en deux, en plein centre. Et par exemple, les microbilles dans la peinture, les nuances de bleu vont suggérer le ciel. Ce genre de bas-relief texturé va permettre de glisser ses doigts dans les zones en creux, en fait, et de suivre l'ondulation du pinceau de Van Gogh. Je vous passe là des différents exemples de différents types d'adaptations. Alors ça fait un peu foisonnant, mais c'est une façon de vous montrer tout un panel de choses, comme vous avez peut-être pu en explorer au cours des pauses, notamment sur une des tables que j'ai rapportées ici pour que vous puissiez aller les toucher vraiment pour les... Voilà. J'ai mal construit ma phrase, c'est pas très grave. Ça arrive. Alors, j'essaie de reconstituer l'œuvre en 3D lorsque c'est possible pour permettre vraiment à l'élève d'entrer dans l'œuvre et dans l'esprit de la création. Là, vous voyez une adaptation du triple autoportrait de Rockwell. Et j'ai vraiment essayé de retrouver comment recréer le désordre de cet atelier où le peintre se représente lui-même en train de se regarder dans un miroir en déséquilibre et où il est en train de s'ébaucher sur une toile. Tout est tactile et tout peut être extrait, pris dans les mains pour être vraiment exploré par les élèves ou les personnes qui explorent ces tableaux. Donc, comme je vous l'écris là-haut, je pourrais passer des heures à évoquer cette démarche. Une demi-heure, c'est court, donc je vais passer assez vite. J'ai dû faire un choix des œuvres que j'allais aborder, puisque la thématique de ces journées pédagogiques est l'accès à l'art et au sport. Alors, j'ai centré mon propos sur l'accès au cinéma, qui est quand même un enjeu complexe pour des élèves en inclusion, lorsque les classes notamment sont inscrites à des dispositifs comme Collège au cinéma, un dispositif formidable qui permet aux classes d'aller voir 3 films dans l'année, et pas seulement d'assister à des projections, mais aussi de suivre des cours donnés par leurs professeurs qui ont été formés vraiment à des transmissions sur ces films.
Ça veut dire qu'il faut vraiment penser comment faire en sorte que l'élève déficient visuel puisse vivre pleinement cette expérience culturelle et comment l'amener à vivre le film, non seulement au moment de la projection, mais en le préparant en amont, comme Laetitia Dumont-Lévy le disait tout à l'heure, avec vraiment une préparation du cadre, du thème, une façon d'aborder les personnages qui les délivre d'un certain nombre d'informations à acquérir au moment de la projection. Alors là, vous avez des exemples d'adaptation d'affiches de films. Ça permet déjà de dire en classe entière beaucoup de choses sur la thématique, les personnages, le registre auquel on va avoir affaire. Vous aviez d'abord une affiche de Persépolis. Là, vous avez une affiche de Petits paysans d'Hubert Charuel. J'ai essayé de reproduire cette espèce de mer de vagues oniriques dans laquelle le petit paysan se trouve emprisonné au début du film. Et c'est là un exemple d'affiche qui est vraiment très emblématique de tout ce qui va se dérouler dans le film. Pour la nuit du 12, j'ai plutôt choisi un petit théâtre qui permet de saisir comment le personnage de la jeune femme qui va se faire assassiner est prise entre les mots du titre, nuit et du 12, et comment, alors qu'on a vraiment tout un dégradé de bleu très suave de cette nuit qui se dépose sur les sommets de montagne, une suavité qui devait faire des promesses de toute autre chose que d'un crime sordide, ça, j'ai essayé de le rendre à travers un dégradé de texture, d'étoffe très suave, de la soie, du velours. Voilà, donc... d'autres types d'affiches, il peut y avoir des affiches qui sont porteuses plus de plein de symboles de signification. C'est le cas par exemple de l'affiche de J'accuse de Roman Polanski, pour laquelle l'approche est complètement différente, nécessitant une légende texturée assez importante, puisqu'on voit sur cette affiche de profil et en face à face Dreyfus et Picard, avec leurs insignes qui sont particulièrement importants, surtout ceux de Dreyfus, lorsqu'on sait qu'il va être dégradé peu de temps après le moment saisi dans la photographie de cette affiche. D'autres approches des films, ça peut être ce que j'appelle des têtes à clap. Donc, quand les visages des personnages principaux du film sont significatifs, essayez de les modeler pour comprendre un moment clé. On a ici, à propos de Couleur de peau miel de Jung, la tête avec les tiroirs de la mémoire incrustés dans le front du jeune garçon qui a été adopté. On a ici la tête du fidèle Igor de Frankenstein Jr., qui est particulièrement comique puisque ce personnage a un visage émacié, un nez démesuré et des yeux globuleux dont les pupilles partent dans des directions opposées, et son apparition à l'écran suscite des rires dans la salle. Alors, ça permet là d'expliquer en amont à l'élève ce qui va pouvoir susciter dans le surgissement de ce personnage des rires de la part des spectateurs. Ça, c'est une maquette du laboratoire de Frankenstein. Là, je passe un peu vite parce que faut pas déborder. Une maquette du film d'animation Le Chant de la mer de Tom Moore, où j'ai reconstitué le lieu principal, le décor principal de ce film d'animation. C'est un îlot au phare, avec un phare au milieu d'une mer celtique, une petite maison accolée à un phare et une route unique par laquelle une voiture unique peut descendre sur un embarcadère pour prendre un bac et aller vers le continent. Ce film-là, je l'ai abordé à travers ce que j'appelle un coffret cinéma vraiment inclusif qui peut être utilisé par une classe entière, et ça permet de participer à différents ateliers. Je crois qu'il y en a 5 différents dans ce film, avec une découverte d'objets qui sont significatifs, qui sont présents dans le film. Et en amont de la projection, les élèves qui vont avoir ce coffret avec plein d'objets, un ocarina, une flûte celtique, des flacons avec les émotions
dont les noms sont écrits en noir et en braille, différents objets, coquillages, une bobine de laine. Les élèves vont être amenés à émettre des hypothèses sur la fonction de ces objets dans le film et ils seront particulièrement attentifs à leur présence au cours de la projection. Une autre approche des films peut être de modeler les bustes des personnages principaux et organiser un travail sur leur voix avec des extraits de bande-son du film et demander aux élèves en classe entière et aux élèves non-voyants qui ont les modelages sous les doigts d'associer des extraits de la bande-son avec les voix des différents personnages, de les associer aux personnages et de justifier ses choix. Et c'est assez intéressant de demander à des élèves qui sont peu habitués à découvrir des personnages à travers leur voix, de caractériser un timbre, de commenter une intonation, aussi de capter des mots-clés dans les propos du personnage, de manière à émettre là aussi des hypothèses sur les liens qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Ça, c'était un coffret cinéma sur le tableau de Lagioni, un film d'animation qui est extraordinaire, dans lequel des personnages rentrent dans des tableaux et vivent des aventures à l'intérieur des tableaux qui ont été peints et essaient d'échapper à leur destinée avant de ressortir des tableaux. Un dernier exemple de coffret cinéma sur Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey. Là, c'est aussi un coffret qui permet de mener 5 ateliers en classe entière. Si je développe tout ça, c'est parce que je les prête, en fait, toutes ces adaptations et tous ces coffrets. Et mon propos aujourd'hui, c'est de porter à votre connaissance la 60aine d'adaptations que j'ai réalisées, par passion, par nécessité au début pour mes élèves et beaucoup par passion. Et c'est malheureux parfois que ça n'ait servi qu'une fois ou deux. Donc je suis ravie lorsque des enseignants de n'importe où me sollicitent pour m'emprunter des adaptations de tableaux ou des coffrets cinéma et qu'ils puissent continuer leur vie en fait. Donc n'hésitez pas, vous trouverez facilement mes coordonnées sur Internet. J'ai une page Facebook qui s'appelle Interprétation tactile, Gabrielle Sauvillers. Je pense que vous trouvez assez vite. Et vraiment, vous m'envoyez un simple message, vous m'appelez et on s'organise quelque chose. Voilà, on pourra en reparler après. Très vite, là aussi, des objets extraits du film Parvana qui permettent de comprendre le film. Des saveurs aussi afghanes qu'on peut sentir et qui sont très importantes dans le film, les personnages modelés et une maquette du décor qui est particulièrement importante puisque vous découvrez là une maison afghane typique, une espèce de cube blanchi à la chaux qui n'a que de toutes petites ouvertures vers l'extérieur et encore qui ont été obturées sous l'ordre du régime taliban. Et on peut ouvrir cette maquette de maison et découvrir l'intérieur de la maison où vit une famille afghane de 5 personnes, une pièce unique dans laquelle on mange sur le sol, on roule les tapis sur lesquels on va dormir la nuit dans les coins de la pièce. Il y a une petite gazinière sur la gauche, un tout petit placard au fond qui sert de cabinet de toilette pour les personnages. Donc appréhender ce décor, c'est aussi déjà percevoir l'oppression qui est omniprésente dans le film. Les personnages, on les a vus modelés, mais il y a 3 personnages emblématiques de ce film, puisque la petite fille afghane va devoir subvenir aux besoins de la famille à un moment où son père se fait arrêter. Et comme les filles n'ont pas le droit de sortir seules de leur maison, elle se travestit en garçon en réutilisant les vêtements que son petit frère mort a laissés en fait disponibles. Et donc en amenant les élèves à découvrir ces 3 personnages texturés, je les invite à observer les similitudes entre Parvana et le petit garçon qu'elle devient, à Atish quand elle se travestit en garçon, et à droite, un pantin qui, dans son imagination, lui rappelle son petit frère. Donc là aussi, il y a un groupe qui, non-voyant ou voyant, peut émettre des tas d'hypothèses sur les personnages du film.
Ça, pour la démesure de Wes Anderson et un film comme Moonrise Kingdom, j'ai réalisé là une installation immersive en reconstituant dans ma salle de classe le camping de Sarah Bishop et Sam et en rassemblant des objets des années 60 de façon à faire mener une enquête à des classes entières qui défilaient dans ma salle pour explorer tout ça. Et pour en venir au sport, en accélérant un peu, Happy DV m'a demandé, peut-être au mois de... Enfin, il y a quelques mois, si je pouvais essayer de rassembler des adaptations autour des Jeux Olympiques, de façon à pouvoir les leur remettre à la fin de l'été, au moment où les Jeux Paralympiques avaient lieu, et de façon à pouvoir être raccord avec ces journées pédagogiques. Donc, j'avais adapté 2 photos sportives de Mélanie Schall, une photographe qui a couvert les Jeux paralympiques de Rio en 2016, qui m'avait demandé si je pouvais adapter des photos d'elle. Et j'ai complété ma collection en essayant de varier les sports. Donc, j'avais adapté des joueurs de cécifoot argentins, le nageur Théo Curin, qui a été champion paralympique à Rio, qui est un nageur amputé des 4 membres. J'ai complété la collection avec une photo de Mélanie Schall, toujours du cycliste Youssef Metelka à Rio. Et avec Paris 2024, j'ai ajouté Jean-Jean, cycliste de BMX freestyle, que vous allez voir tout à l'heure, et une adaptation de la photo aérienne du finish du 100 mètres homme. Donc là, vous voyez, et vous l'aviez tout à l'heure, vous pouviez l'avoir tout à l'heure sous les doigts, vous avez un exemple pour rêver la chorégraphie des ombres des joueurs de cécifoot dans cette photo. Là, j'ai essayé de rendre vraiment le ruissellement de l'eau sur le corps athlétique de ce nageur dont on oublie qu'il est amputé, tellement ce geste est beau. J'ai essayé de suggérer aussi l'écume qui se soulève dans son crawl, la mobilité tenue quand même des lignes d'eau au milieu desquelles il est pris, et de rendre ce que Bertrand Vérine a qualifié de blob-blob des vagues, l'eau qui ondule sous son corps. Là, vous avez l'idée de rendre cette glisse sur piste du cycliste slovaque Youssef Metelka, qui est saisi au vol en plongée par la photographe Mélanie Schall. Et on dirait un oiseau, en fait, pris dans une courbe, et on oublie complètement que ce cycliste n'a qu'une jambe. Là, c'est une photo de Paris 2024. On y voit le cycliste de BMX Anthony Jean-Jean qui est dans le ciel, au-dessus des nuages, au niveau du sommet de l'obélisque de la Concorde. Il est suspendu à son vélo qu'il tient au-dessus de lui et auquel il fait faire 3 pirouettes en l'air avant de se réasseoir dessus pour redescendre sur la piste et de repartir dans des saltos. C'est assez fou. L'idée, là, c'était de transposer une image emblématique de nos Jeux, mais en même temps de donner matière à commenter ce sport et sa faisabilité aussi. La photo aérienne du finish du 100 mètres homme, ce qui me paraissait intéressant, c'était de donner à percevoir l'espace infime qui départage en quelques fractions de millièmes de seconde des athlètes dont on ne voit sur cette photo prise vraiment au-dessus d'eux. Que les membres qui partent en étoile, on distingue à peine la différence entre des jambes qui se soulèvent, des bras qui partent sur les côtés, et donc tout est tactile, hein, que ce soit les lignes de course, les numéros de leurs lignes, la différence entre les bras, les jambes, les couleurs de leur pays sont texturées aussi. Et pour finir, et revenir à l'art, le judo, j'ai choisi de le représenter avec une œuvre à la fois artistique et politique de Banksy,
cette partie de judo qu'il a déposée en pochoir sur un mur de Kiev en novembre 2022 et où on voit un adulte judoka qui se fait plaquer au sol par un enfant. Et lorsqu'on sait que Poutine pratique le judo, on comprend assez vite le message. Donc cette adaptation, j'ai essayé de la contraster fortement pour que des malvoyants aussi puissent percevoir la différence entre les judokas blancs sur un mur que j'ai choisi de faire sur fond noir, avec des briques par-ci par-là, et le choix du matériau, le plâtre, les bandes plâtrées qui m'ont permis de saisir les mannequins dans leur position, c'était pour suggérer le côté plâtré d'un mur, puisqu'un pochoir, c'est une peinture qui est apposée à un mur, mais aussi pour rendre la rigidité des kimonos et aussi leur aspect visuel, parce que je trouve que le plâtre, en fait, quand on le laisse assez grossier, il a un peu cette trame d'un tissu de kimono. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette présentation que je vous ai fait de ce travail, que je vous répète, je ne demande qu'à partager, vraiment. Alors je crois qu'on va déjà vous applaudir. Vous remercier pour ce moment intense, trop intense sans doute pour vous par rapport au temps que vous avez dans la présentation, mais une présentation tellement artistique. Vraiment merci. J'avoue, personnellement, je suis subjuguée par la richesse de votre travail. Je ne sais pas, en tant qu'enseignante, quand est-ce que vous trouvez le temps de faire toutes ces préparations ou... Je suis insomniaque. D'accord, je comprends mieux. Et vous avez beaucoup de place chez vous aussi pour entreposer vos... Ça, c'est compliqué. Bon, d'accord. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Nous avons quelques minutes avant de passer à l'autre intervention. En tout cas, nous les prendrons. Oui, monsieur. C'est plus une réaction qu'une question. Je pense à La liberté guidant le peuple, qui est un des tableaux certainement les plus utilisés en collège. Et on se demande toujours comment faire avec nos élèves. Et je trouve votre démarche intéressante, justement, de pouvoir la démonter en puzzle et d'avoir cette possibilité de séquençage des choses. Et c'est vrai que si on pouvait tous l'avoir dans nos établissements, je pense que ça nous aiderait bien. Voilà. Contactez-moi. Merci. Alors, La liberté guidant le peuple, j'en ai proposé une autre approche que n'importe qui peut faire. C'est de proposer à une classe entière de faire du théâtre-image. Et alors, on rassemble quelques éléments de costume, on fait rassembler aux élèves, sans leur dire pourquoi, des pics, des armes factices, ce genre de choses, et on leur demande de prendre la pose. Et en fait, s'il y a des élèves non-voyants ou malvoyants dans la classe, d'entendre ceux qui indiquent aux autres quelle position prendre, redresser le corps, se placer à tel endroit, c'est déjà construire l'image et son sens avec eux. Et ça, vraiment, tout le monde peut le faire.